La première fois que j'ai tenu un croissant entre mes mains, je pensais déjà savoir exactement quel goût il allait avoir. Au Japon, nous avons aussi des croissants. Ils sont beaux, parfaitement formés, parfois garnis de crème ou de chocolat, emballés avec soin comme de petits cadeaux. Je croyais qu'un croissant n'était que cela. Une viennoiserie feuilletée, agréable, mais pas quelque chose qui pouvait changer ma perception d'un pays entier. Mais ce matin-là en France, tout a commencé à changer avant même la première bouchée. Je me souviens très clairement du son. Pas du goût, pas de l'odeur. Du son. Ce petit craquement sec quand je l'ai cassé avec les doigts. Ce n'était pas fort, ce n'était pas exagéré, mais c'était si net que cela m'a presque surprise. Au Japon, quand on coupe quelque chose comme ça, c'est souvent plus doux, plus humide, presque silencieux. Mais ici, ce croissant semblait avoir sa propre voix. Et puis je l'ai goûté. Ce n'était pas sucré comme je l'imaginais. Ce n'était pas lourd. Ce n'était pas non plus aussi beurré que je l'attendais. C'était léger, aérien, avec des couches qui semblaient disparaître dans la bouche avant même que je puisse les analyser. Et à ce moment-là, j'ai compris que la question n'était pas de savoir si le croissant en France est le meilleur du monde. La vraie question est pourquoi il a ce goût, et ce que cela dit de la vie ici. Parce qu'en France, un croissant n'est pas seulement de la nourriture. C'est un rythme. C'est une pause. C'est une manière de comprendre le temps. Moi, en tant que japonaise, je viens d'une culture où le détail est important, où la précision est une forme de respect. Je pensais trouver quelque chose de similaire ici, mais ce que j'ai trouvé était différent. En France, le détail ne cherche pas la perfection visuelle. Il cherche la sensation. Ce matin-là, je me suis assise dans une petite boulangerie. Elle n'était pas célèbre, il n'y avait pas de longue file de touristes. C'était un endroit de quartier, avec des gens qui entraient et sortaient sans se presser, comme si tout le monde savait déjà exactement ce qu'il allait y trouver. L'homme derrière le comptoir ne souriait pas beaucoup, mais il n'était pas froid. Il était direct, calme, comme quelqu'un qui a fait la même chose toute sa vie et qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai commandé un croissant et un café. Rien de plus. Et cela a suffi. Je me suis rendu compte qu'en France, demander quelque chose de simple n'est pas considéré comme insuffisant. C'est considéré comme suffisant. Le croissant est arrivé sans décoration, sans présentation particulière, sans rien d'extra. Il était simplement là, posé sur une assiette simple. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je continue à réfléchir encore aujourd'hui. Ici, la confiance est dans le produit, pas dans l'apparence. Et cela m'a fait beaucoup penser à la différence entre la France et le Japon. Au Japon, souvent, l'effort se voit. L'emballage, la présentation, l'esthétique. Tout est pensé pour que le client le remarque. C'est une forme de respect très visible. Mais en France, le respect est invisible. Il est dans le processus, dans le temps, dans la qualité qui n'a pas besoin d'explication. Le croissant que j'ai mangé ce matin-là n'essayait pas de m'impressionner. Et c'est peut-être pour cela qu'il l'a fait. Après cette première rencontre, j'ai commencé à observer davantage. Pas seulement le goût, mais le contexte. Parce que le croissant n'existe pas seul. Il vit dans un système d'habitudes, de coutumes, de petits rituels qui forment la vie quotidienne française. Par exemple, le petit déjeuner. Au Japon, le petit déjeuner peut être varié. Du riz, de la soupe, du poisson, ou quelque chose de rapide si nous sommes pressés. Il est fonctionnel, souvent rapide, parce que la journée commence tôt et qu'il y a des choses à faire. Mais en France, le petit déjeuner est simple, mais il n'est pas précipité. Cela m'a beaucoup marqué. Un croissant, un café, parfois un peu de beurre ou de confiture. Ce n'est pas beaucoup. Mais la manière dont on le consomme est différente. Il ne s'agit pas de se remplir. Il s'agit de commencer la journée avec calme. J'ai vu des personnes assises seules, regardant par la fenêtre, tenant leur tasse avec les deux mains. Elles n'utilisaient pas leur téléphone. Elles ne couraient pas. Elles étaient simplement là. Et je me suis dit, cela aussi fait partie du goût du croissant. Parce qu'on ne peut pas séparer la nourriture du moment où on la mange. Au Japon, parfois, nous mangeons rapidement, même des choses délicieuses, sans vraiment nous en rendre compte. Ici, même quelque chose de simple devient une expérience complète. Et cela m'a amené à me demander si le croissant est vraiment le meilleur du monde,
ou si c'est l'environnement qui le rend spécial. Mais ma curiosité ne s'est pas arrêtée là. J'ai décidé de voyager en France pour mieux comprendre. Parce que la France n'est pas un seul endroit. C'est de nombreuses régions, de nombreuses histoires, de nombreux rythmes différents. Et le croissant, même s'il semble identique partout, change aussi. À Paris, par exemple, le croissant est presque un symbole. Il est élégant, bien formé, avec des couches parfaitement définies. Les boulangeries rivalisent silencieusement en qualité. Les gens ont leurs adresses préférées, presque secrètes, qu'ils recommandent seulement à leurs proches. Dans le sud, en revanche, j'ai trouvé quelque chose de différent. Le climat est plus chaud, la lumière est différente, et les gens semblent se déplacer avec un autre rythme. Les croissants y étaient parfois un peu plus doux, moins croustillants, comme s'ils s'adaptaient eux aussi à l'ambiance détendue. Et dans les petits villages, loin des grandes villes, j'ai trouvé les croissants les plus mémorables. Ils n'étaient pas parfaits visuellement. Certains étaient plus petits, d'autres un peu plus dorés d'un côté. Mais ils avaient quelque chose que je ne pouvais pas décrire facilement. Peut-être était-ce la proximité. Le fait que la personne qui les avait fait vivait probablement là, connaissait ses clients, comprenait leur routine. Dans l'un de ces villages, une femme âgée m'a parlé pendant que j'achetais. Elle ne parlait pas anglais, et mon français est très basique, mais nous avons réussi à communiquer avec des gestes et quelques mots simples. Elle m'a dit qu'elle venait tous les jours chercher son croissant. Tous les jours. Je lui ai demandé si elle ne s'en lassait pas. Elle a ri. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très important. En France, la répétition n'est pas ennuyeuse si l'expérience est bonne. C'est quelque chose de très différent du Japon, où nous cherchons souvent la variété, la nouveauté, le changement constant. Ici, la constance est un plaisir. Et le croissant fait partie de cette constance. Chaque matin, le même endroit, le même goût, le même petit moment de tranquillité. Et cela m'a fait réfléchir encore plus. Peut-être que la raison pour laquelle le croissant en France semble si spécial n'est pas seulement la recette. C'est la manière dont il s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. C'est quelque chose de quotidien, mais traité avec respect. Et c'est quelque chose de très difficile à atteindre. Dans de nombreux endroits du monde, quand quelque chose devient quotidien, il perd en qualité. Il devient automatique, industriel, sans âme. Mais ici, même le quotidien garde son caractère. Et cela m'a profondément impressionné. J'ai aussi commencé à remarquer de petits détails. Par exemple, la manière dont les gens tiennent leur croissant. Ils ne le mordent pas immédiatement. Parfois, ils le cassent, le regardent, le sentent légèrement. Ce n'est pas un geste conscient. C'est naturel. Comme s'ils savaient déjà que ce moment mérite de l'attention. Et alors j'ai pensé encore une fois au Japon. À la manière dont nous avons aussi ces moments, mais dans des contextes différents. Par exemple, dans une cérémonie du thé, où chaque geste a une signification. Mais ici, cette attention aux détails existe dans la vie quotidienne, sans formalité. Et cela m'a semblé très beau. J'ai aussi remarqué que le croissant est rarement mangé en marchant. Dans beaucoup de villes du monde, les gens mangent en marchant, en courant, en faisant autre chose. Mais en France, même quelque chose de simple invite à s'arrêter. Et cela change tout. Parce que quand on s'arrête, le temps s'élargit. Et quand le temps s'élargit, le goût aussi. Alors, pour revenir à la question initiale. Le croissant en France est-il le meilleur du monde? Après tout ce que j'ai vécu ici, je pense que la réponse n'est pas si simple. Si l'on parle uniquement de technique, d'ingrédients, de texture, oui, il est probablement parmi les meilleurs. Mais ce qui le rend vraiment spécial ne se mesure pas facilement. C'est la relation entre la nourriture et la vie. C'est la manière dont quelque chose de petit peut devenir un moment significatif. C'est l'idée que l'on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire pour ressentir du plaisir. Il suffit d'attention. Et peut-être que c'est cela qui m'a le plus marqué en tant que voyageuse japonaise. Parce que je suis venue en pensant que je comprendrais le croissant. Mais en réalité, le croissant m'a aidé à comprendre la France. Une France qui ne se presse pas, qui n'essaie pas constamment d'impressionner, qui trouve de la beauté dans le quotidien. Et maintenant, chaque fois que je tiens un croissant, je ne pense pas seulement à son goût. Je pense à ce matin-là.
À ce petit son. À cette pause. Et à la manière dont quelque chose de si simple peut contenir autant de sens. Après cette première rencontre avec le croissant, je pensais l'avoir compris. Mais très vite, j'ai réalisé qu'en France, comprendre quelque chose du premier coup n'est presque jamais suffisant. Parce qu'ici, les choses se révèlent lentement. Et le croissant n'a pas fait exception. J'ai commencé à revenir dans différentes boulangeries chaque matin. Pas toujours au même endroit. Je voulais goûter, comparer, observer. Au début, je pensais qu'ils seraient tous similaires. Mais je me trompais complètement. Chaque croissant avait sa propre personnalité. Dans l'un, la croûte était plus croustillante, presque comme une fine couche qui se brisait en petits fragments à chaque bouchée. Dans un autre, l'intérieur était plus humide, plus tendre, avec un parfum de beurre qui restait plus longtemps en bouche. Certains avaient une couleur dorée profonde, d'autres étaient plus clairs, presque délicats. Et alors, j'ai compris quelque chose qui m'a surprise. Le croissant en France n'est pas une norme. C'est une interprétation. Chaque boulanger le fait à sa manière. Il n'y a pas une seule vérité, pas une seule forme correcte. Et cela, en tant que japonaise, m'a profondément intéressé. Parce qu'au Japon, lorsqu'une chose est considérée comme correcte, elle reste ainsi. Elle est perfectionnée, répétée, protégée. Ici, au contraire, la tradition semble être quelque chose de vivant. Quelque chose qui change légèrement avec chaque personne. Un jour, j'ai décidé de me lever très tôt. Je voulais voir comment tout commençait. Je suis arrivé devant une petite boulangerie avant le lever du soleil. Les rues étaient presque vides. L'air était froid, et il y avait un calme très différent de celui de la journée. Depuis l'extérieur, je voyais une lumière chaude à l'intérieur. Et puis je l'ai senti. Ce parfum. Ce n'était pas seulement du beurre. C'était quelque chose de plus profond. La farine, la chaleur, le temps. Une odeur que l'on ne peut pas recréer facilement, parce qu'elle ne vient pas seulement des ingrédients, mais du processus. J'ai attendu dehors jusqu'à l'ouverture. Quand je suis entré, le croissant qu'on m'a donné était encore tiède. Et ce détail a tout changé. La chaleur était douce, elle ne brûlait pas, mais elle rendait les couches encore plus légères. Quand je l'ai cassé, une légère vapeur s'est échappée, comme si le croissant était encore vivant. Je l'ai goûté lentement. Et à ce moment-là, je n'ai pas pensé à savoir s'il était le meilleur ou non. J'ai simplement pensé qu'il était réel. Parce qu'il y a une différence entre quelque chose de bien fait et quelque chose de vivant. Et ce croissant était vivant. J'ai décidé de parler avec le boulanger. Ce n'était pas une longue conversation. Sa manière de parler était directe, sans beaucoup d'explications. Mais il a dit quelque chose qui est resté avec moi. Il m'a dit qu'un bon croissant ne se fait pas rapidement. Cela semble évident. Mais il l'a dit d'une manière qui signifiait quelque chose de plus. Il ne parlait pas seulement du temps physique. Il parlait de patience, de répétition, de respect du processus. Au Japon, nous valorisons aussi beaucoup le processus. Mais souvent, l'objectif est la perfection finale. Ici, j'ai eu l'impression que le processus lui-même fait déjà partie du résultat. Et cela m'a amené à réfléchir à quelque chose de plus large. La relation des Français avec le temps. Parce que pendant que j'essayais de visiter de nombreuses boulangeries, de goûter différents endroits, de comparer, eux continuaient simplement leur routine. Ils achetaient leurs croissants au même endroit. Ils parlaient avec la même personne. Ils s'asseyaient au même endroit. Et cela n'était pas ennuyeux pour eux. C'était confortable. C'était fiable. C'était suffisant. Au Japon, nous cherchons souvent à optimiser le temps. Faire plus de choses, essayer plus, avancer plus vite. Ici, j'ai ressenti l'inverse. Le temps n'est pas quelque chose qu'il faut remplir. C'est quelque chose qu'il faut savourer. Et le croissant est une excuse parfaite pour cela. J'ai aussi commencé à remarquer quelque chose de curieux. Les gens ne terminaient pas toujours leur croissant rapidement. Parfois, ils en laissaient une moitié en parlant. Parfois, ils l'accompagnaient de longs silences. Et ces silences n'étaient pas inconfortables. Ils faisaient partie de l'expérience. Cela m'a beaucoup marqué. Parce qu'au Japon, le silence est aussi important, mais il a une signification différente. Il peut être respect, réflexion.
Ici, il semblait simplement naturel. Comme le croissant. J'ai aussi observé que différentes personnes le mangeaient de différentes manières. Certains le trempaient dans le café. D'autres le mangeaient seul. Certains l'ouvraient pour ajouter du beurre ou de la confiture, même s'il avait déjà assez de goût par lui-même. Et personne ne semblait juger les autres pour cela. Cela aussi m'a surprise. Parce qu'au Japon, il existe parfois une manière correcte de faire les choses. Ici, il y a une liberté à l'intérieur de la tradition. Et cette combinaison est très intéressante. Un jour, je me suis assise à côté d'une femme qui semblait venir tous les jours. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais à un moment, elle m'a demandé si j'aimais le croissant français. Je lui ai répondu que oui, mais que j'essayais encore de comprendre pourquoi. Elle a souri. Et elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit de ne pas trop essayer de le comprendre. De simplement en profiter. Sa réponse m'a fait rire, mais elle m'a aussi fait réfléchir. Parce qu'en tant que japonaise, j'ai l'habitude d'analyser, d'observer, de chercher du sens dans les détails. Mais ici, parfois, le sens se trouve dans le fait de ne pas compliquer les choses. Dans le fait d'accepter que quelque chose est bon, et que cela suffit. À partir de ce jour-là, j'ai légèrement changé ma manière de vivre cette expérience. J'ai arrêté de comparer autant. J'ai arrêté de chercher le meilleur croissant. Et j'ai commencé à faire plus attention à ce que je ressentais à ce moment précis. Le lieu. La lumière. Le bruit des tasses. La manière dont les gens se déplaçaient. Et alors, le croissant a changé une nouvelle fois. Pas dans son goût, mais dans ce qu'il représentait. Ce n'était plus quelque chose à évaluer. C'était quelque chose qui m'accompagnait. Et cela m'a mené à une autre réflexion. En France, la nourriture n'est pas toujours le centre. Elle fait partie de quelque chose de plus grand. D'une conversation. D'un moment. D'une pause dans la journée. Et cela donne de la profondeur même à quelque chose de très simple. J'ai aussi commencé à remarquer la différence entre les matins de semaine et ceux du week-end. Pendant la semaine, tout est plus rapide, mais reste calme. Les gens entrent, achètent, saluent, sortent. Il y a un rythme constant, mais pas chaotique. Le week-end, tout change. Les gens restent plus longtemps. Ils parlent davantage. Ils commandent plus. Le croissant devient une partie d'un moment plus long, plus détendu. Et cela m'a fait penser à la manière dont un même objet peut avoir différentes significations selon le contexte. Au Japon, nous avons aussi cette différence, mais ici elle est plus visible. Peut-être parce que le rythme général est déjà plus lent. Et que le week-end le rend encore plus évident. J'ai aussi découvert quelque chose d'inattendu. Le croissant n'est pas toujours parfait. Il y a des jours où il est moins croustillant. Des jours où il est un peu plus sec. Et cela m'a surprise. Parce que j'attendais une constance absolue. Mais ensuite, j'ai compris que cela aussi fait partie du réel. Tout n'est pas identique chaque jour. Et pourtant, les gens continuent de venir. Ils continuent de faire confiance. Cela m'a fait réfléchir à la relation entre perfection et authenticité. Au Japon, la constance est une forme de qualité. Ici, la variation n'est pas forcément un problème. Elle peut simplement être le signe que quelque chose est fait à la main, qu'il dépend du jour, du climat, de la personne. Et cela lui donne une valeur différente. Avec le temps, j'ai cessé de remarquer uniquement le croissant. J'ai commencé à voir tout ce qui l'entoure. Le son de la porte qui s'ouvre. Le salut bref. L'échange de monnaie. Le papier dans lequel on l'emballe. De petits détails qui, ensemble, créent une expérience complète. Et alors, j'ai compris quelque chose d'important. Le croissant n'est pas seulement le produit final. C'est tout le système qui le rend possible. Les personnes. Le temps. La routine. La culture. Et c'est cela qui le rend spécial. Pas parce qu'il est parfait. Mais parce qu'il est profondément intégré dans la vie quotidienne. Et peut-être que cela ne peut pas être exporté facilement. On peut copier la recette. On peut utiliser les mêmes ingrédients. Mais on ne peut pas copier le contexte. On ne peut pas copier la manière dont les gens le vivent. Et pour moi, c'est cela qui rend le croissant en France unique.
Pas seulement pour son goût, mais pour tout ce qui l'entoure. Avec le temps, je me suis rendu compte que je ne cherchais plus le meilleur croissant. Sans m'en apercevoir, j'avais commencé à chercher quelque chose de plus difficile à définir. Je voulais comprendre quelle place le croissant occupe réellement dans la vie française. Parce qu'après en avoir goûté tant, après avoir observé tant de matins, quelque chose en moi disait qu'il manquait encore une pièce au puzzle. Et cette pièce est apparue lorsque j'ai cessé de le regarder uniquement comme un aliment, et que j'ai commencé à le voir comme une habitude collective. Un matin, à Paris, j'ai décidé de ne pas m'asseoir dans une boulangerie. Je suis resté dehors, debout, à observer les gens qui entraient et sortaient. Ce n'était pas une observation superficielle. J'essayais de remarquer les petits détails. La façon dont ils ouvraient la porte. La façon dont ils saluaient. La façon dont ils commandaient. Et quelque chose m'a particulièrement frappé. Personne ne semblait hésiter. Personne ne regardait le menu longtemps. Personne ne posait beaucoup de questions. C'était comme si tout le monde savait déjà exactement ce qu'il voulait avant d'entrer. Un croissant. Peut-être deux. C'était tout. Cette certitude m'a fasciné. Au Japon, nous analysons souvent les options. Nous comparons. Nous réfléchissons. Ici, la décision semblait déjà prise à l'avance. Comme si le croissant n'était pas un choix, mais une partie d'une routine profondément ancrée. Et cela m'a fait penser à la confiance. La confiance dans le lieu. La confiance dans le produit. La confiance dans la répétition. Cette confiance se construit avec le temps, pas avec du marketing, pas avec des promotions, mais avec une constance silencieuse. J'ai aussi commencé à remarquer les générations. Il y avait des jeunes qui entraient rapidement, achetaient leur croissant et repartaient, probablement vers le travail ou l'école. Mais même dans leur rapidité, il n'y avait pas de stress. C'était une rapidité calme. Il y avait des adultes qui prenaient un peu plus de temps, qui échangeaient quelques mots, qui semblaient connaître la personne derrière le comptoir. Et il y avait des personnes âgées qui se déplaçaient lentement, qui restaient un peu plus longtemps, qui semblaient savourer chaque seconde de ce petit rituel. Le croissant était le même. Mais l'expérience changeait selon la personne. Et cela m'a fait comprendre que le croissant n'appartient à aucun âge, à aucun mode de vie particulier. Il appartient à tout le monde. C'est aussi cela qui est très spécial. Parce que dans beaucoup d'endroits, certains aliments sont associés à des moments précis, à des groupes spécifiques. Ici, le croissant est universel. Simple, mais partagé. Ensuite, j'ai décidé de quitter à nouveau Paris. Je voulais voir comment tout cela changeait dans d'autres régions, mais cette fois, pas seulement le goût, mais aussi le contexte social. Je suis allé dans une petite ville, où le rythme était encore plus lent. Là-bas, la boulangerie n'était pas seulement un lieu pour acheter du pain. C'était un point de rencontre. Les gens ne faisaient pas qu'entrer et sortir. Ils restaient devant la porte, parlaient entre eux, échangeaient des nouvelles. Le boulanger n'était pas seulement un vendeur. C'était quelqu'un de connu, quelqu'un qui faisait partie de la communauté. Et le croissant, d'une certaine manière, était le centre silencieux de tout cela. J'ai compris que dans ces endroits, la valeur du croissant dépasse son goût. C'est une excuse pour interagir. Pour maintenir des liens. Pour soutenir une routine partagée. Cela m'a encore une fois fait penser au Japon. À la manière dont nos interactions quotidiennes peuvent être plus discrètes, plus indirectes. Ici, même si les conversations n'étaient pas longues ni profondes, il y avait une proximité visible. Un salut. Un sourire léger. Une remarque brève. De petites connexions qui se répétaient chaque jour. Et le croissant était là, comme un fil conducteur. J'ai aussi commencé à remarquer autre chose. La relation entre le croissant et l'espace. À Paris, il est souvent consommé dans de petits cafés, à des tables proches, avec le bruit constant de la ville. Dans le sud, je l'ai vu accompagné d'une lumière forte, de terrasses ouvertes, d'une ambiance plus détendue. Dans les villages, il est parfois mangé à la maison, dans des cuisines calmes, avec des fenêtres ouvertes et du silence. Le même objet. 3 contextes complètement différents. Et dans chacun d'eux, le croissant semblait s'adapter sans perdre son essence. Cela m'a fait réfléchir à quelque chose de très important. L'identité du croissant n'est pas rigide. Elle est flexible.
Et peut-être que c'est cela qui lui permet d'exister pleinement dans des contextes si différents. Un jour, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément marqué. C'était tôt le matin, et il pleuvait. Je suis entré dans une petite boulangerie, presque vide. Il n'y avait qu'une seule autre personne, un homme âgé, assis près de la fenêtre. Il avait son croissant et son café, et regardait la pluie avec une expression calme. Il ne faisait rien d'autre. Il était simplement là. J'ai décidé de m'asseoir aussi. Pendant quelques minutes, rien ne s'est passé. Et pourtant, ce moment semblait complet. Le bruit de la pluie. L'odeur du pain. La chaleur du café. Et le croissant dans ma main. Je l'ai mordu lentement. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Le croissant n'est pas seulement un symbole de la France. C'est un outil. Une manière de créer des moments. Peu importe si l'on est seul ou accompagné. Peu importe si l'on est pressé ou non. Le croissant peut s'adapter à notre état, mais il offre toujours une pause. Et cette pause est ce qui compte vraiment. Au Japon, nous valorisons aussi les moments calmes, mais ils sont souvent structurés, définis, presque cérémoniels. Ici, cette tranquillité apparaît de manière spontanée. Sans préparation. Sans règles. Et cela la rend différente. J'ai aussi réfléchi à quelque chose de plus profond. La relation entre le plaisir et la simplicité. Dans beaucoup de cultures, le plaisir est associé à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de spécial, de rare, de coûteux. Mais en France, j'ai découvert une autre forme de plaisir. Un plaisir quotidien. Répété. Accessible. Et cela m'a semblé très puissant. Parce que cela signifie que l'on n'a pas besoin d'attendre pour apprécier. On n'a pas besoin d'une occasion particulière. On peut vivre un petit moment de bonheur chaque matin. Et ce moment peut être aussi simple qu'un croissant. J'ai aussi remarqué que ma propre perception changeait. Au début, je comparais tout avec le Japon. Maintenant, ce n'était plus le cas. J'avais cessé de mesurer. J'avais commencé à accepter. Et cela a complètement transformé mon expérience. Parce que lorsque l'on cesse de comparer, on peut voir les choses telles qu'elles sont. Sans filtre. Sans attente. Et alors, le croissant est devenu quelque chose de plus personnel. Ce n'était plus une question de savoir s'il est le meilleur du monde. C'était une expérience à moi. Unique. Impossible à reproduire. Et cela, personne ne peut le transférer. Chaque personne qui vient en France et goûte un croissant aura sa propre réponse. Parce que cela ne dépend pas seulement du croissant. Cela dépend de qui nous sommes. De la manière dont nous observons. De la manière dont nous ressentons. Et c'est ce qui rend cette expérience si riche. J'ai aussi compris quelque chose qui, au début, m'était difficile à accepter. Tous les croissants ne sont pas mémorables. Et c'est normal. Parce que lorsque quelque chose fait partie du quotidien, il n'a pas besoin d'être toujours extraordinaire. Parfois, il est simplement suffisant. Et ce mot, suffisant, a commencé à prendre un sens très profond pour moi. Au Japon, nous cherchons souvent le meilleur. Ici, j'ai découvert la valeur de ce qui est suffisant. Et ce changement de regard est quelque chose que j'emporte avec moi. Maintenant, lorsque je pense aux croissants en France, je ne pense pas à des classements, ni à des comparaisons mondiales. Je pense à des matins. À des sons doux. À des conversations brèves. À des silences confortables. À la pluie qui tombe dehors. À la lumière qui entre par une fenêtre. Et à ce petit objet qui, sans effort, relie tout cela. Peut-être qu'au fond, le croissant n'a pas besoin d'être le meilleur du monde. Parce qu'il est déjà quelque chose de plus important. Il fait partie d'une manière de vivre. Et puis, après tant de matins, tant de lieux, tant de croissants différents, je suis arrivé à un moment où j'ai cessé de me poser des questions. Pas parce que j'avais trouvé toutes les réponses. Mais parce que je n'en avais plus besoin. Je me souviens d'un dernier matin avant de quitter la France. Ce n'était pas un moment spécial. Je n'avais rien planifié. Je n'ai pas cherché une boulangerie célèbre, ni essayé de trouver le meilleur croissant pour dire au revoir. J'ai simplement marché. Les rues étaient calmes,
avec cette lumière douce qui semble n'apparaître que dans certains instants du jour. Il n'y avait pas de précipitation. Pas de bruit excessif. Juste le son des pas, des portes qui s'ouvrent, de la vie qui commence lentement. Je suis entré dans une petite boulangerie. Je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai commandé un croissant et un café, comme toujours. Rien de plus. Je me suis assise près de la fenêtre. Et pour la première fois, je n'ai pas observé les autres. Je n'ai pas comparé. Je n'ai pas analysé. Je suis simplement resté là. J'ai tenu le croissant dans mes mains, j'ai senti sa chaleur, sa texture. Je l'ai cassé lentement, j'ai entendu ce son devenu familier. Je l'ai goûté sans penser à sa qualité, sans chercher de différence. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas une émotion forte. Ce n'était pas une surprise. C'était quelque chose de plus doux. De plus profond. Comme si, enfin, j'avais compris sans avoir besoin d'expliquer. Parce qu'au fond, la question avec laquelle j'avais commencé n'avait plus le même poids. Le croissant en France est-il le meilleur du monde? Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas la bonne question. La vraie question est ce que représente ce croissant dans la vie de ceux qui le mangent chaque jour. Et la réponse ne se trouve pas seulement dans son goût. Elle se trouve dans tout ce qui l'entoure. Dans la répétition qui ne fatigue pas. Dans la simplicité qui ne lasse pas. Dans la routine qui ne devient pas vide. Elle se trouve dans cette capacité à transformer un moment ordinaire en quelque chose de complet. En tant que japonaise, je suis venue en France en pensant que j'observerais des différences. Et oui, je les ai vues. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de plus profond. Une autre manière de respecter le temps. Au Japon, le temps est souvent organisé, structuré, respecté à travers l'efficacité. Ici, le temps est respecté autrement. On lui laisse de l'espace. On lui permet de s'étendre. On lui permet d'exister sans être constamment rempli. Et le croissant, d'une certaine manière, fait partie de cette vision. Ce n'est pas quelque chose que l'on mange pour avancer plus vite. C'est quelque chose qui invite à rester un peu plus longtemps. À respirer. À regarder. À simplement être. J'ai aussi compris quelque chose sur moi-même. Au début, je voulais comprendre la France. Je voulais analyser, comparer, trouver des explications claires. Mais la France ne se laisse pas toujours comprendre de cette façon. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines choses ont simplement besoin d'être vécues. Et le croissant a été ma porte d'entrée vers cette compréhension. Maintenant, quand je pense à tous ces matins, je ne me souviens pas seulement des saveurs. Je me souviens des sensations. Le froid sur mes mains en sortant tôt. La chaleur du café. Le bruit de la ville qui s'éveille. La lumière qui traverse les fenêtres. Les regards discrets entre inconnus. Les silences qui ne dérangent pas. Et au centre de tout cela, il y avait toujours ce petit croissant. Si simple. Si quotidien. Et pourtant, si plein de sens. Avant de venir, je pensais que le croissant serait seulement un détail de mon voyage. Quelque chose à goûter, à mentionner, à comparer avec ce que je connaissais déjà. Mais il est devenu bien plus que cela. Il est devenu une manière de voir. Une manière de ressentir. Une manière de comprendre un pays sans avoir besoin de mots compliqués. Parce que parfois, la culture ne s'explique pas. Elle se vit dans les petites choses. Dans les gestes simples. Dans les habitudes quotidiennes. Et c'est cela que j'emporte avec moi de la France. Pas seulement le souvenir d'un croissant délicieux. Mais le sentiment que la vie n'a pas toujours besoin d'être extraordinaire pour être significative. Qu'il y a de la beauté dans la répétition. Qu'il y a de la profondeur dans la simplicité. Qu'il y a du plaisir dans ce qui est suffisant. Et maintenant, lorsque je retournerai au Japon et que je verrai un croissant dans une vitrine parfaitement organisée, je sourirai probablement. Peut-être que je l'achèterai. Peut-être que je le goûterai. Et il sera bon. Mais il sera différent. Parce que je sais maintenant que le croissant que j'ai goûté en France n'était pas seulement un aliment. C'était un moment. Un rythme. Une manière de vivre. Et cela, on ne peut pas l'emballer, ni l'exporter,
ni le reproduire complètement. On peut seulement s'en souvenir. Et peut-être, en silence, essayer de recréer un peu de cette pause au milieu de la vie quotidienne. Alors, si quelqu'un me demande encore si le croissant en France est le meilleur du monde, je pense que je sourirai simplement. Et je répondrai d'une manière plus honnête. Je dirai que c'est plus que cela. Je dirai que c'est suffisant. Et que parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin.